Je fais genre que mon père il prend le TikTok et il va au taf avec. On avait fait genre 5 millions de vues et la soirée j'étais avec mon pote, on a fait 5 000 € de vente. Si tu trouves un moyen de faire un SaaS, un truc qui est rentable en ad, le scaling il est... En plus de ça, à un moment je signe un contrat, je me faisais 2500 par semaine, j'avais 18 ans pareil. Non mais là si c'est bon là, franchement je vois le truc. C'est une dinguerie. Mon père au début il m'a pas soutenu parce qu'il a cru que vraiment j'étais juste devenu fou. Le mec il a pris des jeans à 10 balles, les a peints, il a fait un storytelling, TikTok organique, boum, il vendait. C'est incroyable. Les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode de 100%. Aujourd'hui, je suis avec un des plus grands prodiges de la mode française. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir, Andrea. Bienvenue sur 100%. On est de nouvelle fois à Paris et je vais te laisser te présenter, tout simplement. Salut Vincent, merci de l'invitation. Ça fait trop plaisir. Moi, c'est Andrea, du coup, j'ai 20 ans. Je suis créateur de mode, entrepreneur à la fois et je suis aussi un petit peu influenceur sur les réseaux sociaux, même si j'aime pas ce terme. Du coup, je pourrais rester bref avant qu'on aille plus dans les détails. Aujourd'hui, moi, je fais de la mode, je suis créateur de mode, je fais des défilés, j'ai fait Paris, New York, Shanghai. Typiquement, je fais des vêtements que les gens se disent, mais pour qui vont porter ces vêtements, quoi. Mais il y a un sens derrière, on n'est pas juste fou à faire des saves comme ça. Là, on est en train de sortir la marque plus indé où on va vendre des vêtements et on va vendre plus du prêt-à-porter. Et je dis que je suis aussi entrepreneur parce que aujourd'hui on a une start-up, on est en train de lever des fonds. Et en fait, pour notre marque de vêtements, on développe pas mal de réalité augmentée autour de nos vêtements. On a inventé une technologie et c'est ça qu'on lance en ce moment, quoi. Ok, trop bien. Il y a plein de choses à rebondir. À mon avis, t'as un parcours incroyable et c'est pour ça que t'es dans 100% parce que profil très atypique. Moi, ça va être très simple. Je pense que les invités comme toi, les gens, ils ont envie de découvrir une facette d'un monde qu'ils ne connaissent pas. C'est pour ça que aujourd'hui, je me suis dit, attends, un gars dans la mode comme toi, surtout, c'est très décalé parce que la communication dans la mode, à mon avis, c'est très strict et toi, tu te permets certaines choses. De toute façon, je pense qu'on va revenir dessus après. Mais par où t'as commencé? Parce que moi, je t'avais vu à l'époque vendre des jeans en organique sur TikTok. Ouais. C'est là où je t'ai connu et ça date de quand ça? Ça date de 2020. J'en ai 20 ans maintenant, donc j'avais 17 ans à l'époque. Et en gros, pour te raconter ça, vraiment cette étape, c'est ça qui a tout fait. Sans ça, je serais pas là aujourd'hui. En gros, moi à la base, j'étais étudiant en terminale scientifique. Vraiment, j'étais une bête en mathématiques, en physique. Mes parents, tout le monde pensait que j'allais devenir ingénieur. Genre vraiment, toute ma famille pensait que j'allais devenir ingénieur. J'avais des parents super stricts. C'était logique de devenir ingénieur. J'étais le fils aîné qui allait devenir ingénieur. Et en terminale, j'ai un peu pété un câble et du jour au lendemain, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de faire ça. En plus, ça se passait pas bien au lycée parce que c'était un peu compliqué, je me faisais beaucoup harceler et tout. Et du coup, j'avais commencé à l'époque à m'habiller un peu différemment. Là, vous me voyez saper un peu normalement, mais à l'époque, quand j'avais 17 ans, vraiment, je m'étais rasé les cheveux, j'avais un symbole anarchie derrière les cheveux, je m'étais du vernis, vraiment, j'étais sapé, pas bizarrement, mais à mon style de l'époque. Et en gros, j'ai Swift de parcours et du jour au lendemain j'ai dit à mes parents en fait j'ai pas envie de devenir ingénieur, j'ai envie d'essayer de faire de la mode, sauf qu'à l'époque je connaissais rien à la mode, c'était juste un milieu qui me faisait fantasmer, je savais pas coudre, je savais pas faire de vêtements, je savais rien faire et mes parents ils m'ont dit oula non Andrea pas possible. Je pense qu'ils ont eu très très peur à l'époque de voir leur fils qui était une bête une bête en mathématiques et en physique, de se dire ok il est en train de changer de cap, il devient bizarre, il se rase les cheveux, il se met des symboles anarchie, il traîne que avec des skaters, c'est un peu louche. Maintenant il veut faire de la mode, du coup ils m'ont interdit de ouf et moi j'étais à fond sur mes trucs et je me suis dit en vrai c'est mon rêve, je vais y aller, je vais le faire. Du coup pendant 2-3 mois j'ai préparé un portfolio, j'ai postulé aux 5 meilleures écoles de mode de Paris alors que je n'y connaissais rien en mode, que je savais rien faire. Le portfolio était a plu, j'ai été pris partout. Du coup, j'ai pu choisir la meilleure. Et c'est là où il y avait un gros problème. C'était que les études de mode, c'est hyper cher. C'est 15 000 € l'année. Je vivais dans un petit village du sud de la France avec des parents qui ils avaient pas fou de moyens. Et surtout, ils voulaient pas me payer les études. Donc, j'étais bloqué. Et mes parents, ils étaient bien contents. Parce qu'à l'époque, ils m'ont dit, tu vois, t'as été pris. Ok, merde. Maintenant, t'as pas les sous. Donc, va faire ton école d'ingénieur. C'est gratuit. Va faire ta prépa. C'est gratuit, tout ça. Et à l'époque, c'était le Covid. Du coup, en mars, on était confinés. Et je me suis dit, je voyais tous les gens qui restaient sur TikTok, sur leur téléphone. Je me suis dit, en vrai, moi, je vais pas rester sur TikTok à consommer du contenu. Viens, j'essaye de faire quelque chose. Viens, je vais essayer de faire un truc pour essayer d'aller à Paris. En vrai, il me fallait environ 50 000 €. J'avais 17 ans, j'avais jamais fait de business dans ma vie. Je me suis dit, comment je vais faire 50 000 €? C'est ce que mes darons, ils faisaient en je sais pas combien de temps. Je me suis dit, c'est impossible. Du coup, en vrai, je vois des gens qui font des marques de vêtements sur TikTok et je me dis, en vrai, ça a l'air cool. Pourquoi pas? Viens, je tente. Du coup, je vais en fripe. J'achète un jean. Simple. Le jean, j'achète genre 10 balles. Je fais un logo, je fais un pochoir du logo, j'achète de la peinture pour jean et je peins derrière et je mets le jean à vendre sur Vinted et je le vends genre 50 balles. Du coup, je me fais 45 balles de profit. Avec ces 45 balles, j'en achète d'autres, genre 3-4.
Ça, je les revends sur Vinted, je vois ça marche, et là je me dis ok, je vais me lancer sur TikTok, je vais faire des vidéos où je vais essayer de faire un storytelling, pas juste vendre le produit. Je vais essayer de faire un storytelling. Je suis le mec de 17 ans qui a besoin de sous pour aller dans son école de mode à Paris, le mec qui a un rêve, j'ai essayé de faire un storytelling comme ça. Je drop les trucs alors que j'avais aucun stock. Vraiment, je drop en quantité limitée, je mets les vêtements, je fais des TikTok, ça fait des millions de vues, et en 2 mois, on a vendu 800 jeans, j'ai fait plus de 100 000 euros. Du coup, avec un bénéfice énorme sur les 800 jeans, sur les 100 000, j'ai dû faire un bénéfice de genre 80 000 ou un truc comme ça. Donc parce que j'étais tout seul, j'étais avec mon petit frère ou alors des potes qui faisaient ça gratuitement avec moi. C'était des jeans qu'on achetait chez des manufacturiers et puis après en fripe qu'on peignait, ça nous coûtait rien et on les vendait jusqu'à 100 balles à un moment. Les gens kiffaient de ouf, ça se revend même sur Vinted encore actuellement. Après maintenant, c'est plus réellement un truc dont je parle parce que créativement, c'était très pauvre, mais à l'époque en même temps, je savais pas coudre. Donc je pouvais pas faire autrement et c'était le début quoi. Mais sans ça et sans ce parcours au début, j'aurais jamais pu aller à Paris, j'aurais jamais pu faire mes études de mode et tout ce que ça m'a apporté Le petit truc marrant avec ça aussi, c'est qu'à un moment, j'ai fait une erreur, soit j'étais assez mature pour l'époque, c'est que le shop il tournait bien, on faisait genre 1 à 2K tous les jours en vente et à un moment, quand j'ai fait ma rentrée en octobre, j'ai rentré à l'IFM, c'est une grande école où il y avait plein de travail du tout, j'ai décidé de fermer le shop. C'est comme ça. À l'époque, je m'étais pas dit que je pouvais le revendre, que je pouvais essayer de déléguer avec des gens qui tournaient. J'avais pas encore toutes ces notions. Et du coup, je me suis dit, ok, Andrea, ce shop, en vrai, cette marque, elle a marché pendant 2 mois. C'est peut-être éphémère. Viens, concentre-toi sur cette école, tout ce que ça peut t'apporter. Et au final, j'ai eu raison parce que ça m'a apporté plein de trucs. Et du coup, j'ai shut down le truc alors qu'on tournait de ouf. Et à l'époque, c'était carrément un truc qui me faisait stresser de ouf parce que j'hésitais. Je voyais tous les jours, on rentrait 1-2K. Je me disais, attends, viens, un jour de plus. Surtout qu'à l'époque, j'avais vraiment pas de thunes, quoi. Donc, je savais que j'allais arriver à Paris, vivre tout seul à Paris, qu'il fallait payer les trucs, louer l'appart, payer les trucs, ça. Et donc, on a vachement hésité, mais c'est une des premières décisions dures que j'ai eu à prendre par rapport à ça, quoi. Magnifique, mais quel parcours. J'ai tellement de choses à revenir dessus. Moi, je pense on va commencer par la période où t'as eu ce déclic et ce changement, où t'as voulu t'accepter toi-même, je dirais. Ouais. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour dire, ok, je drop out ou Ouais. c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, le Andrea, Ouais. c'est pas ça. Il n'ira pas faire d'études de scientifique. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Genre, j'aimerais bien avoir cette vision et puis ensuite on va revenir chronologiquement jusqu'à arriver ce que tu fais maintenant. En vrai, j'ai pas de drop-out vu que j'ai quand même eu le bac, je l'ai eu avec 18. Ah d'accord. Spé physique chimie avec 18. Donc en vrai, j'ai pas de drop-out, j'ai quand même travaillé les cours et tout. Et t'étais très bon à l'école. Ouais, mais c'est pour ça que mes parents ils étaient vraiment paniqués quoi, vraiment. Et j'avais pris spé physique, vraiment je kiffe. Je suis pas le type de personne qui voulait pas. Vraiment, je faisais des maths toute la nuit, je kiffais. Genre je kiffais aller prendre les chapitres que j'allais apprendre en prépa et les travailler, les apprendre, vraiment ça me faisait kiffer de ouf. La physique, moi je trouvais ça, et même toujours je trouve ça trop cool, les maths et la physique, je trouve ça trop d'art. Donc c'était vraiment pas dans le concept de drop-out, et c'était plus qu'en gros, moi j'avais 1 an d'avance. Du coup, j'avais sauté une classe et j'ai toujours été le mec vraiment différent. C'est-à-dire que j'ai jamais eu trop d'amis. Quand j'étais au collège, typiquement, j'aimais pas jouer avec les autres et je lisais des encyclopédies. J'apprenais le dictionnaire ou je lisais des encyclopédies sur l'univers. Alors, je voulais devenir astronaute ou faire dans l'astrologie et je lisais des encyclopédies sur l'univers assis dans la cour. Au lycée, j'étais assis dans la cour. Je parlais à personne. Je parlais pas aux filles, tout ça. J'étais assis dans la cour et je lisais des livres. Et je kiffais et j'étais vraiment le mec bizarre. Et je pense après, t'es au lycée, t'es au collège. On n'est pas aussi mature. T'as un mec qui est bizarre. Forcément, à un moment, c'est comme ça. Faut un souffre-douleur à un moment. Du coup, j'étais grave devenu un peu le souffre-douleur et la personne dont on se moquait. Et moi, j'avais jamais compris cet acharnement autour de moi. Et du coup, le fait d'avoir un style différent, je me suis fait encore plus harceler, mais au moins j'ai trouvé une raison dans mon harcèlement, tu vois. Je me suis dit, ok, les gens ils m'harcèlent pour une raison. Et du coup, je me suis un petit peu réfugié dans ça. Et au moment où j'ai commencé à avoir un style un petit peu bizarre, j'ai commencé à poster sur Instagram, me créer un compte Insta au travers de ce style. Et j'avais rien, je devais avoir genre 500, 600 abonnés. Mais j'avais des gens qui postaient des photos, ils me disaient, ah, c'est cool, j'aime bien ton outfit et tout. Et du coup, au travers des réseaux au tout début, j'ai trouvé genre un petit peu une sorte de validation. Et c'est ça cette validation, elle m'a donné envie d'aller toujours plus loin et de m'habiller toujours plus bizarrement. Et à un moment, genre, j'arrivais plus à trouver des vêtements assez bizarres. Du coup, je me souviens d'un soir où j'ai pris mon jean, je l'ai coupé, j'ai enlevé les jambes et je les ai cousus à mon t-shirt manche courte en le collant. Et là, quand je suis arrivé au lycée avec ça, les gens m'ont dit, mais what the fuck, qu'est-ce que tu fais, Andrea? À un moment, je m'étais teint les cheveux en bleu, je m'étais mis du vernis, j'étais dans un lycée privé, je me suis fait virer du lycée. Ils m'ont dit, si tu reviens avec tes cheveux, j'ai dû raser mes cheveux. À un moment, il y avait des trucs hard. Et c'était, je pense, le fait dans la mode, j'ai trouvé une raison et surtout des gens qui pouvaient comprendre mon délire. Et c'est la première fois où je trouvais des gens qui allaient pas me descendre ou me harceler ou des trucs comme ça, quoi. Et surtout qu'au lycée, c'était surtout moral. Au primaire et au collège, c'était moral et physique.
Genre il y avait des trucs de dingue, genre en mode, je me souviens, j'étais obligé de rester en CE2, CM1, juste après avoir sauté ma classe, j'étais obligé de rester sous la table de ping-pong et j'ai sorti de la table de ping-pong, les élèves ils me frappaient et tout, donc c'était vraiment en mode hard. Mais finalement, cette mode, ça m'a permis au début d'avoir ce style vraiment particulier, ça m'a permis de me trouver une communauté de gens très petite, mais je traînais avec des skaters qui avaient un style aussi différent et tout, et ça m'a permis de me sentir accepté à la base, quoi. Ça t'a permis de rentrer dans un cercle et un monde peut-être sur Internet. C'était quoi, tu penses, les gens qui te suivaient, des gens comme toi? Ouais. Ou des gens qui aimaient la mode? Si tu t'es réfugié dans ça, tu penses? Ouais, franchement, c'était des gens qui me suivaient, c'était des gens comme moi à l'époque. C'était typiquement, je pense que on était tous des mecs qui se harcelaient à l'époque et qui avaient un style différent. Et on vivait au travers d'Instagram, tu vois. C'était vraiment le truc, on oublie le monde réel et on vivait au travers d'Instagram. Et j'étais hyper content de poster mes stories, avoir des compliments, alors que dans la vraie vie, tout le monde critiquait mon truc. Mais c'était le truc qui m'a lancé, c'était le truc qui m'a permis d'avoir la créativité. Aujourd'hui, maintenant, je revois ces trucs parfois, ça me fait Ça rire. fait partie de ton parcours désormais. J'ai plus du tout ce style, je suis revenu à m'habiller un peu plus classe, un peu plus basique et je pourrais plus m'habiller comme avant. Mais ça fait partie de mon parcours et ça fait partie des trucs que j'ai testés. Et sans avoir ce parcours, c'est ce parcours qui à l'époque m'a donné la capacité de m'ouvrir en termes de créativité de vêtements. Tu vois, je pense que quand même quand tu fais de la mode, aujourd'hui, t'as beaucoup de créateurs et de grands créateurs qui s'habillent très basiquement, mais je pense que t'as quand même besoin à un moment dans ta vie de passer par un truc où tu remets tout en question. Et moi, j'étais vraiment en mode remise en question. J'étais même à un moment, je l'ai jamais fait, mais j'étais jusqu'à un moment à me délire, en vrai, à me dire, ouais, je suis un homme, si je veux mettre une jupe, qu'est-ce que je m'en fous, tu vois, je peux tout faire. Et du coup, ça paraît étrange, mais en fait, c'est le fait de pouvoir reconsidérer. Et quand tu veux être créateur, pas forcément une marque indé, mais vraiment être créateur, t'as besoin de faire des trucs bizarres et d'inventer de nouvelles choses et de faire des trucs qui n'ont jamais été faits. Et du coup, t'as besoin d'avoir cette capacité de remise en question des vêtements et de se dire, il y a plus de règles, en fait. Genre, ce que je veux faire, si je veux mettre une capuche sur ma manche pour mettre ma main dedans, je la mets. Si je veux mettre ma capuche sur mes fesses, je la mets. Si je veux mettre une jambe de pantalon sur ma tête comme ça, je la mets. Et c'était vraiment les trucs que je pensais au début. Mais t'as besoin d'être capable de remettre tout en question sur la mode de A à Z pour commencer à vraiment créer. Quand tu fais des vêtements, que tu veux être créateur, t'as besoin d'être capable de tout remettre en question, quoi. Comment tu définirais toi la mode et en réalité c'est quoi? Parce que moi je me mets à la place d'une personne qui écoute et même moi-même je ne suis pas du tout issu de ce monde. Tu pourrais nous définir ta vision de la mode? Vraiment à quoi ça sert? Ça sert à quoi? Genre c'est tout bête mais je ne sais pas à quoi sert la Fashion Week, tu vois. Et c'est pour ça que t'es dans le 100% parce qu'on veut découvrir tout ça et t'es ici aujourd'hui. Moi je pense que dans la mode t'as deux axes. T'as premièrement les gens qui vont faire de l'art et d'autres les gens qui vont faire des marques indé. Genre typiquement quand t'avais Flub en invité, lui il va pas faire des vêtements hyper rétro. Grosse dédicace à mon gars Flub. Je suis ton travail depuis hyper longtemps, hyper inspirant. Et lui tu vois, il va faire des vêtements que les gens vont porter, que les gens vont kiffer, hyper cool, il va vendre, il va faire son business, tout ça, hyper cool. Après de notre côté, t'as les gens qui vont faire les défilés et ça il faut vraiment voir ça comme de l'art. Le but c'est pas réellement de vendre, c'est vraiment genre comme quand tu vas à une expo d'art, bah nous on fait de l'art qu'ensuite on va mettre sur un corps. Genre le but du moment que ça tient sur un corps, même si le corps, limite des fois on se dit putain mais comment on va le faire marcher la personne juste pour le temps du défilé et on va se débrouiller mais ça va jamais être porté. Mes vêtements que j'ai fait pour mes défilés, encore moi je suis pas allé vraiment loin, mais t'as des gens ils font des vêtements pour les défilés, c'est vraiment de l'art, même parfois c'est des performances artistiques. Le vêtement parfois il existe juste pendant la durée du défilé et en fait c'est vraiment de se dire que tu fais de l'art, tu fais des créations comme ça et ensuite ça te sert à ton image de créateur et quand tu vas sortir du prêt-à-porter, des choses que les gens vont pouvoir acheter, c'est là où avoir fait des défilés de créateurs, ça te permet d'avoir une image aujourd'hui. Et aujourd'hui, par exemple, Louis LV, Gucci ou toutes les grandes marques, du Copernic, tout ce que tu veux, la majorité des vêtements que tu vois sur les défilés, aujourd'hui, les gens vont pas les porter. Juste ensuite, ils ont toujours ce qu'on appelle les vêtements haute couture, ce qui est sur le défilé. Ça permet à créer le prestige de la marque, créer tout ce que tu sais de la marque, tout ce qui fait que la marque elle est waouh, tout ça. Et ensuite, tu vas sortir le prêt-à-porter, tu vas vendre tes t-shirts, tes parfums, tes ceintures. Aujourd'hui, tu as plein de marques, par exemple Mugler, sans parfum, ils n'existent pas. Tous leurs vêtements, ils se vendent absolument rien. Et tu as vraiment un truc dans la mode qui est à la fois parfois pas logique parce que tu perds tellement d'argent sur ça. Vraiment, les défilés, c'est un gouffre financier. Une collection comme j'ai fait, ça te coûte genre 15-20 000 euros, tu vends rien. Donc vraiment, c'est un gouffre financier, c'est juste pour essayer de se créer un statut, montrer ce que tu es capable de faire en tant qu'artiste. Et ensuite, c'est là où il y a plusieurs pôles, souvent dans les maisons de couture. Tu dois avoir le pôle créatif et le pôle plus commercial. Et ensuite, tu dois avoir un vrai produit que tu dois vendre, quoi. Et moi, j'explique toujours ça sur un peu le fait d'un peu un magasin. Ces défilés, c'est la vitrine. C'est ce qui va faire en sorte que les gens ils rentrent dans ma boutique
Et une fois qu'ils sont à l'intérieur de la boutique, là, il faut qu'ils aient un produit à acheter et pour convertir aux marques. C'est un peu comme une landing page dans les SaaS. Vraiment, tes défilés, c'est la landing page, c'est ce que tu vas faire où les gens, ils vont se dire, ah ouais, putain, c'est un vrai créateur. Et surtout, aujourd'hui, dans un monde où c'est pour ça que moi, j'ai pas sorti directement des SAP et j'ai vraiment voulu passer par ça. Parce qu'aujourd'hui, dans un monde où des marques de vêtements, t'en as de plus en plus. Aujourd'hui, des marques de vêtements indé, t'en as qui pop tous les jours sur Insta. C'est hyper simple de faire une marque indé. Tu trouves deux manufacteurs sur Alibaba, tu fais tes vêtements, tu fais tes tech packs, voilà, que t'envoies et tu sors tes vêtements. C'est vraiment hyper simple. Et aujourd'hui, je pense que ce qui te permet de différencier entre marques indé, c'est soit avoir un bon storytelling et une bonne communauté. Genre, typiquement, à la Flab, ce qu'il a fait, c'est hyper cool. Vraiment, il s'est différencié sur ça. Soit prendre un autre chemin. Ou alors l'allier aussi avec la communauté et vouloir avoir absolument cet aspect de créateur, quoi, pour faire des trucs plus artistiques et te différencier des autres. Et après, il y a aussi le côté kiffant. Moi, ça me fait kiffer de faire des vêtements bizarres et vraiment, je trouve ça cool sur les défilés. Je sais que ça va pas être vendu, mais c'est cool pour des photoshoots, c'est cool pour des défilés. Mais c'est pas ça qu'on va vendre. Et c'est vraiment important que les gens se rendent compte souvent. Les gens qui viennent pas de ce milieu, ils se disent, mais dans les Fashion Week, personne va porter ça. On le sait très bien et c'est pas le but. Sur le trottoir, les fashion. Ouais, voilà, on fait pas ça pour que les gens aillent porter les vêtements, quoi. Oui. C'est vraiment pas la démarche de la chasse, quoi. Mais c'est bien que tu m'expliques comme ça parce que moi, je n'avais pas cette vision-là, tu vois. Quand tu creuses pas et que t'es pas passionné par le domaine, et moi, je suis passionné des gens qui sont passionnés par un domaine, tu vois. C'est que demain, je peux parler avec un pâtissier pendant 1 heure de millefeuille si ça le fait kiffer, mais juste voir le truc qui kiffe, en fait, ça me fait kiffer. Et il y a plein de choses que je découvre dans des podcasts, et c'est pour ça que t'es là. Et moi, je te suivais. Moi, c'est plus le côté marketing. Je dis, attends, le mec, parce que il a pris des jeans à 10 balles, il les a peints, il a fait un storytelling, TikTok organique, boum, il vendait. Et les chiffres, en réalité, c'est hyper solide. C'était où, genre, je me souviens, on faisait des TikTok. Le TikTok qui a vraiment marché, c'est un TikTok avec mon père, où je fais genre comme je me souviens, je l'ai vu. Ah ouais, je fais genre que mon père, il prend le TikTok et il va au taf pour être avec ses clients, genre drip, j'avais dit au taf, et on avait fait genre 5 millions de vues, et la soirée, j'étais avec mon pote, on a fait 5 000 € de vente. Moi, j'étais comme un fou, j'avais 17 ans, j'ai vu sur Shopify 5 000 ventes. J'avais même dit à mon pote, on était à 2 000 €, je dis à mon pote, si on arrive à 5 000, je te vire 1 000 €, je te donne 1000 balles. J'étais avec mon pote qui maintenant Et tu l'as fait? Ouais, maintenant il est ingénieur en génie civil, et à chaque fois on et tu vois, lui vraiment il a suivi le parcours que j'aurais pu suivre. Il est ingénieur, il a son taf comme ça normal, et maintenant on se voit toujours, il habite à Paris, des fois il vient m'aider à faire mes trucs et tout, et à chaque fois on a rediscuté, c'était trop marrant, quoi. On était dans un atelier tout miteux, j'ai des vidéos où je suis en short, t-shirt, on était fatigués. Et les gens ils kiffent ça. On montrait l'écran où il y avait 5 000 € de dashboard, genre je donnais comme des fous, alors que vraiment je m'y attendais pas, quoi. C'était un jean que j'avais l'usine à charbon, même sur Insta je vois tes stories, t'es encore là-dedans à montrer tout le décor, etc. De toute façon, on va revenir sur cette partie-là. Juste, je veux revenir sur un passage. Tu me disais, tes parents, c'était compliqué, mais ton père, il t'a soutenu dans le projet de Jean. Ouais, en gros, mon père, ma mère, elle est pharmacienne, mais elle travaille plus depuis qu'on est né. Elle vient d'une famille un peu aisée. Donc, elle avait vraiment ce truc je veux être strict, et mes enfants doivent faire ça. Mon père, lui, c'est différent. Ses grands-parents, ils étaient immigrés italiens. Il est arrivé, il était SDF, il a tout monté de A à Z. Et quand je dis qu'il gagnait pas bien sa vie, en vrai, ça va, il est expert comptable, il a sa boîte d'expertise comptable. Juste à l'époque, vraiment, il voulait pas financer les études. Et en plus, vu qu'il gagnait un peu bien sa vie, j'avais pas le droit aux bourses. Tu sais, j'étais trop haut, du coup, j'étais vraiment emmerdé. Et en fait, mon père, il a quand même su ce truc où il est parti de rien. Et à l'époque, quand il était jeune, mon père, c'est vraiment mon plus gros exemple. Il est parti de rien, de parents italiens qui parlent même pas français. Et il a commencé ses études. En même temps qu'il faisait ses études, il était éboueur. Il taffait la nuit dans un parking il dormait sur son job de garde de parking. Et en même temps, il étudiait ses cours. Il a été éboueur, il a été serveur, il a tout fait. Et petit à petit, il a grind. Il est arrivé en tant que stagiaire dans un cabinet d'expertise comptable. Tout d'un moment, il s'est associé avec la personne. Puis la personne, il lui a racheté les parts. Et après, finalement, il a eu tous ses employés. Et mon père, au début, il m'a pas soutenu parce qu'il a cru que vraiment, j'étais juste devenu fou. En folie. Ouais, voilà, je me suis dit, mais je pense qu'il s'est dit, mais que va devenir mon fils? Il traîne avec des gens étranges, il va se droguer, il se met des symboles d'anarchie. Genre, non. Et après, finalement, quand il a vu que j'ai commencé à me déterre et que vraiment je suis resté sur le truc, je pense qu'il s'est dit, en fait, c'est vraiment sa passion. Et finalement, il m'a soutenu. Pas financièrement. C'est arrivé que plus tard, à partir de la 2 et 3e année. Mais il m'a soutenu et il était avec moi dans le délire. Et je pense que ça faisait le plaisir de voir. Et c'est avant tout ce qu'il voulait, vu que lui, ce qu'il voulait, c'est pas forcément que je devienne ingénieur. C'est que je fasse un truc et que je le fasse à fond. Que vraiment je fasse que ça. Mon père, il jure que par le travail, et il voulait que son fils soit travailleur et travaille dans un truc. C'est ce que j'allais dire, t'es un très grand bosseur. Ouais. C'est ça la vérité. Et quand il m'a vu faire ça, je pense qu'il s'est dit, ah ok, en fait il est pas juste fou, c'est pas mon fils qui part en couille, en fait il a son vrai truc, il a un vrai projet. Là je lui dis que je lui payais pas, il se déterre tout seul, et en fait il est en train de faire les sous tout seul.
Et là, ça l'a impressionné. Et là, il m'a dit, OK, en fait, let's go. Et depuis, mon père, genre, on travaille main dans la main. Aujourd'hui, c'est mon CTO. C'est comment ça non. CFO, excuse-moi. CFO, vu qu'il est expert comptable commissaire. C'est lui qui gère tous mes contrats, c'est lui qui gère tous les trucs avec les investisseurs. Et on s'appelle tout le temps. On est main dans la main. Quand après, je raconterai plus tard, mais quand on est parti à New York, il est venu avec moi. Quand on est parti à Shanghai, il est venu avec moi. On était tout payé, on était voyage tout payé dans la business class ensemble. C'était énervé, on était tous ensemble. Et franchement, on rigole de ouf. On fait tous les trucs ensemble. Et on a vraiment la relation père-fils où je suis content parce que c'est pas une relation père-fils, c'est de fils à papa que j'aurais détesté avoir dans le sens où je fais tout seul et c'est plutôt lui qui vient m'aider et qui m'aide quand j'en ai besoin. Mais vraiment, je pense que lui, c'est un peu aussi son rêve de se dire avoir un projet entrepreneurial comme ça avec son fils. Tu vois, je pense que moi qui suis entrepreneur maintenant, ça me ferait kiffer qu'un jour mon fils il mène un projet comme ça et de l'aider. Et je pense que c'est cette bonne dynamique qu'on a trouvée. Et franchement, ça marche de ouf maintenant. Mais ma mère, c'était beaucoup plus compliqué. Ma mère, je lui ai pas parlé pendant 1 an. Parce que vraiment c'était hard. Elle avait pris mon portfolio de mode, elle avait envoyé à mon parrain en disant ouais il est super bizarre, regardez ce qu'il fait et tout. Ma mère c'était vraiment plus étrange, mais après finalement je lui ai pardonné, maintenant on s'entend hyper bien. Enfin, je pense que c'est juste une mère qui a eu peur pour son fils beaucoup plus. Et là où mon père était entrepreneur et avait le goût du risque, ma mère qui venait d'une famille beaucoup plus stricte et elle avait un parcours classique, elle avait pas ce goût du risque, donc elle a eu peur. Et franchement après je me suis dit ça sert à rien d'en vouloir à sa mère, c'est ma mère, elle voulait que mon bien. Et je pense qu'elle a juste eu peur et du coup au bout d'un an on est revenu parler et finalement maintenant ça tombe super bien. Trop bien, magnifique. T'as réussi à avoir la fierté du coup de tes parents. Et ça fait quelque chose parce que je l'ai eu aussi très récemment. J'étais voué un petit peu à partir en couille complet et je savais pas quoi faire de ma vie. Et ça débloque quelque chose et c'est cool. Franchement, c'est cool et je vois ce que tu veux dire. Mais moi, je vais revenir sur le côté. Ok, on a vu tout ton parcours. Maintenant, on arrive à Paris. Sur qu'est-ce qui se passe à Paris en école de mode? À Paris en école de mode, bah déjà il faut savoir que l'école de mode où je rentre c'est une école très très prestigieuse, c'est une des meilleures au monde et tous les élèves ils ont 22 ans. Genre moi j'ai 17 ans pour rentrer la majorité. Déjà oui, c'est vrai, il y a l'âge aussi 50% des élèves ils viennent de l'étranger, genre New York, la Chine, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, t'as des gens très aisés. Toi tu viens où déjà? Moi je viens de Béziers dans le sud de la France. De Béziers, rien à voir. Rien à voir vraiment. Et des gens déjà je suis super jeune. Et je vois des gens qui sont là, ils ont 22 ans, ils ont fait Tana typiquement, ils avaient fait des 3 ans d'école de mode à Shanghai. Et le type, il vient ensuite à Paris, dans la même classe que moi, alors que moi j'ai 17 ans, j'ai toujours pas coudre. Je me dis, waouh, Andrea, qu'est-ce que tu fais là? Et là, je sais plus comment, le syndrome de l'imposteur, c'est ça. Et je me dis, waouh, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas jamais réussir. J'étais 17 ans. Je sentais, en vrai, je me considérais comme mature, mais je sentais qu'il y avait un décalage, tu vois. J'étais jamais sorti de ma vie. Je vois les gens, ils sortent en boîte comme des fous. Moi, j'avais de la drogue de partout. Moi, j'étais jamais même sorti en boîte. J'avais des parents stricts. Et je sens vraiment qu'il y a un décalage. Et je me dis, surtout à 17 ans. Et je me dis, ouais, putain, comment je vais faire? Et je me fais des cauchemars de ouf où les profs, ils donnent un sujet. Tout le monde, ils ont des idées. Et moi, j'ai rien. C'est le syndrome de la feuille blanche. Je me fais des cauchemars de ouf. Et en première année, t'as un projet qui dure 4 mois. Et bref, c'est le premier projet. Je taffe dessus pendant 4 mois. Je suis super stressé. À la fin, on rend le projet et j'ai la meilleure note de la promo. Du coup, alors que je faisais partie des plus jeunes. Le talent parle et le travail. Ouais, je pense le talent et le travail surtout. J'aime pas, je sais pas. Après, c'est peut-être que j'aime pas dire trop talent. Je pense que c'est surtout à la fois talent, à la fois travail et même pour les trucs plus tard, à la fois aussi intelligent, travailler intelligemment. Je pense que c'est ça qui est important. Et du coup, d'avoir cette meilleure note de promo, ça me donne une confiance en moi, pas absolue, mais je me dis, en fait, je mérite ma place. Et à partir de là, je deviens j'enlève ce côté me dire, c'est pas ma place, et je commence à me dire, je suis à ma place, et je commence à devenir un peu pote avec les autres, je commence à sociabiliser un petit peu. Les autres projets se passent, franchement, ça se passe, j'ai des bonnes notes. À un autre moment, j'ai la meilleure note de la promo, à un autre moment, un peu moins bien. Mais franchement, ça se passe et je finis plutôt bien l'année. Et en même temps, je commence à avoir des sous un peu de côté. Genre, vu qu'en deuxième année, finalement, mon père m'avait dit, OK, je te prendrai en charge. Je commence à avoir des sous un peu de côté. Et du coup, à l'époque, on était en 2021, forcément, je suis tombé sur tout ce qui était crypto, NFT. Et du coup, forcément, j'avais ce mindset un petit peu d'entrepreneur. J'avais de l'argent qui dormait. Je me suis dit, OK, il faut l'investir un petit peu. Du coup, je suis tombé dans ce truc. Bon, finalement, je suis pas du tout un bon investisseur. En crypto, ça allait. En NFT, j'ai perdu pas mal. Je me suis fait avoir par le bull run, par la fin du bull run. Mais en gros, ce que ça m'a permis, malgré tout, c'est une leçon qui m'a coûté un peu cher, mais j'en suis resté à me dire, en fait, c'est un milieu intéressant et c'est la première fois qu'on vient dématérialiser quelque chose qui existait en réel. Et je me suis dit, OK, c'est intéressant ce concept de dématérialiser la mode et de faire de la mode 3D, de la mode digitale. Juste la mode digitale, j'y ai pas accroché parce que j'y croyais pas. Mais je me suis dit, c'est intéressant d'avoir une partie de mode, une partie de quelque chose qui devient dématérialisé et qui devient digital.
Et ça, c'est ce mindset que j'ai eu, il est hyper intéressant pour la suite quand je te raconterai pour tout ce que ça m'a permis de faire. Et à l'époque, du coup, j'ai travaillé pour un mec qui faisait un projet NFT qui s'appelait Praverse. Et en gros, il m'avait engagé à l'époque en tant que styliste pour le projet. J'étais en fin de première année. Il m'avait appelé, il m'a dit ouais, on t'a vu sur TikTok et tout, on aimerait trop que tu sois le styliste pour le projet. Il m'a dit tu prendrais combien de l'heure? Moi j'ai appelé mon père, je lui ai dit ouais papa, on va proposer un contrat pour un mec qui habite à Dubaï au Panama. Combien je demande de l'heure? Je lui ai dit en vrai je pense que je vais lui demander 10 euros de l'heure. Mon père il m'a dit t'es fou. Il m'a dit t'es fou, demande-lui 100 euros de l'heure. J'ai dit mais t'es fou papa, ça va jamais passer. Du coup j'appelle le mec, je fais une réunion avec lui, je lui dis mon tarif 100 euros de l'heure. Il me regarde, il me dit ok pas de souci. Et du coup, en plus de ça, à un moment, je signe un contrat où pendant 3 mois, je me faisais 2500 par semaine en ce contrat comme ça, alors que j'avais 18 ans pareil. Donc ça, c'était ouf aussi. Et à côté de ça, j'ai continué mes études et j'ai fini jusqu'à en fin de deuxième année à l'Institut français de la mode. Et en fait, après, je suis rentré en troisième année. Donc pas en septembre là, en septembre 2022, je suis rentré en troisième année. Et en troisième année de l'Institut français de la mode, on est 100 élèves. Il faut savoir que quand on est à peu près 5000 à postuler, quand on arrive en première année, on est 300. C'est un peu un Hunger Games. Et à la fin, en troisième année, on est plus que 100. Et quand je suis arrivé en troisième année, on nous a dit ok, vous êtes 100. Toute l'année, vous allez devoir faire une collection, votre collection. À la fin de l'année, les 20 meilleures collections seront sélectionnées pour défiler à la Fashion Week de Paris sur le calendrier officiel. Il faut savoir que la Fashion Week de Paris, c'est vachement un mot qui fait fantasmer, mais tu as toujours tous les gens qui défilent pendant la Fashion Week de Paris à côté et les gens qui sont sur le calendrier. Sur le calendrier, c'est que les grosses marques. Et être sur le calendrier, c'est vraiment hyper prestigieux. Et nous, vu qu'on était dans une école prestigieuse, pour les 20 meilleurs, ils nous offraient la possibilité d'être pour une saison sur le calendrier. Donc c'est super cool. Et donc après ça, on en reparlera, je t'en redétaillerai plus, mais c'est cette épopée entre guillemets qui m'a permis de faire ma collection, me lancer sur la réalité augmentée, me lancer aussi à fond sur les réseaux, vu qu'à l'époque j'avais fait des vues sur TikTok, mais je m'étais pas développé sur Instagram. Je devais avoir genre 5-6 000 abonnés sur Instagram, et c'est là où vraiment ça a tout changé, quoi. C'est cette année qui est venue tout changer. T'en as combien maintenant? Aujourd'hui, au plus haut, on était à 135 000 sur Insta, et là on doit être à 118, parce que depuis mai, je suis plus du tout actif. Et avant, je postais genre 3 vidéos par semaine. Maintenant, j'ai plus le temps, j'ai plus autant de monteurs, donc je dois poster une vidéo tous les 2 semaines. Donc on n'est plus du tout aussi actif, quoi. Du coup, t'as pu réaliser des défilés et être dans le calendrier. Ouais, on a pu. Comment ça se passe? Moi, je suis chaud. Tu m'expliques. Ouais, mais tu sais, un jour, moi, je veux voir comment ça se passe, genre là-bas. Je viens, je blogue, je fais un truc, genre un Golemont à la Fashion Week. Et je t'enverrai après. Je te montrerai la vidéo. Il y avait Brut qui était venu me suivre. Ils avaient filmé tous les backstage. Trop bien. Et en gros, comme je te disais, on avait 1 an pour faire une collection. Et moi, je savais que, en gros, quand tu finis tes études de mode, t'as souvent 2 parcours. Soit tu deviens designer pour une marque de vêtements, tu rentres en studio, tu vas travailler pour Saint Laurent, pour Louis Vuitton, t'es designer. Ouais, t'es salarié vrai, chez eux. T'es pas bien payé dès le début. Franchement, tu commences stagiaire, t'es à 900 euros par mois. Après, tu peux évoluer, tu vas gagner 2000, mais tu vas pas faire des gros montants directs. Et c'est pas un truc de la mode où souvent on te fait fantasmer en disant tu vas gagner plein d'argent. En vrai, c'est vraiment, et s'il y a des gens qui nous regardent, qui veulent faire de la mode, c'est vraiment un milieu que je trouve le plus dur, un des milieux les plus durs dans le sens où vous pouvez travailler comme des chiens et travailler énormément. Si vous avez pas de chance, mais il faut trouver le truc, mais c'est vraiment un milieu super dur et c'est super dur de trouver des bons tafs, des tafs bien payés, surtout de trouver des opportunités parce que c'est un milieu qui recrute très très peu. Donc bref, soit tu finis l'école de mode et moi j'avais de la chance vu qu'on était dans une école plus prestigieuse, tu pouvais directement rentrer chez Saint Laurent, LVMH vu qu'à la fin tu avais des gens qui venaient nous recruter. Ouais, ils venaient à la sortie d'école. Voilà. Nous on avait vraiment de la chance sur ça de l'Institut français de la mode contrairement à d'autres écoles beaucoup plus entre guillemets bas de gamme qui permettent pas de ça. Et surtout que les écoles de mode, le problème c'est que c'est un business énorme d'avoir une école de mode. Aujourd'hui je pense que les patrons des comme écoles, toutes les écoles, ouais, c'est un business énorme et ils vendent du rêve énormément alors qu'en réalité il y a pas tant de rêve que ça. Et donc c'est un truc auquel il faut faire gaffe. Et soit tu fais ça, soit ce que tu fais, c'est ce que font la majorité des gens. Tu finis ton école et tu lances ta marque de vêtements. Et pourquoi la majorité des gens font ça? Parce que la majorité des gens arrivent pas à se faire recruter dans les maisons. Du coup, souvent quand tu lances ta marque, c'est souvent plus et que tu sors d'école de mode, vraiment c'est plus souvent c'est pas réellement du dépit parce que les gens en fait sont contents de le faire, mais c'est plus une conséquence du fait de se dire j'ai pas encore de job, je peux pas me faire recruter, donc bon, je vais lancer ma marque. Et voilà, j'ai le rêve, j'ai le fantasme comme tout créateur de devenir le prochain Jacques Mus, de devenir le prochain Copernic, et du coup, je vais lancer ma marque. Et moi, je savais que ça, être salarié, c'était pas un truc que je voulais faire. J'avais surtout avant ton antécédent. C'est dans ça. L'entrepreneuriat et vendre des jeans, là, t'as eu le petit déclic en disant non, c'est exactement. Bon. J'ai fait mon stage et j'ai vu à quel point ça me faisait trop chier de travailler pour des gens et à quel point. Ah, t'as quand même fait un stage. Ouais, en deuxième année, t'es obligé de faire un stage. C'était en maison, ouais, en maison. J'ai fait chez une maison qui s'appelle Vaillant. Et c'était 2 mois. C'était en juin 2020.
2023. C'est dans juin 2023. Et au moins, j'ai vu à quel point je perdais toute ma capacité de travail. Moi, je suis un mec, je sors jamais. Franchement, la dernière fois que je suis sorti, c'est à part pour le taf quand il y a des rencontres à faire. Sinon, je sors jamais. Je vais jamais en bar avec des potes. Je passe mes nuits chez moi à travailler. Et franchement, je suis pas malheureux de faire. Franchement, je kiffe ma vie. Je kiffe ma vie comme ça. Là, j'étais au ski. J'avais juste envie de rentrer, revenir travailler. Franchement, je kiffe de ouf. Je kiffe de ouf ma vie comme ça. Et donc, j'avais un truc où quand je travaillais pour cette marque en stage, j'ai perdu toute mon envie de travailler. Bizarrement, le soir, j'avais envie de sortir, j'avais plus envie de travailler, j'avais envie de rentrer chez moi, j'avais plus la foi de travailler sur mes projets perso. Et je me suis dit, en vrai, Andrea, c'est pas possible de suivre ça. Genre, je savais que quand j'allais faire cette collection, à la fin, je voulais pas me faire recruter dans une maison et j'avais envie de faire mon bail. Sauf que j'étais conscient aussi de ce truc. Je pense que aussi ce qui a fait que ça a plutôt bien marché, c'est d'être conscient de la fatalité de ce milieu et de se dire, c'est pas si simple que ça. Et c'est pas parce que t'as fait une fashion. Tout le monde, quand on nous disait, on va peut-être être à la Fashion Week, les gens, ils étaient comme des fous, on se prenait déjà pour aller être le prochain grand créateur, tout ça. Alors qu'en réalité, t'as fait une Fashion Week, c'est rien et t'es oublié. 2 jours après, on t'a oublié. Et c'est une réalité aujourd'hui, quand t'es créateur de mode, tu peux te faire oublier très vite. Les gens vont te féliciter sur un défilé, tout ça, mais ils vont ouvrir Instagram. 2 heures après, ils vont voir 50 autres des créateurs. Un créateur en Afrique, un créateur en Asie, un créateur aux États-Unis. Et donc, ne pas se faire oublier, c'est un truc qui est important et surtout ne pas créer victoire trop tôt. Et du coup, quand on a eu à faire, c'est qu'on était ces 100 élèves et qu'on devait faire la collection, moi j'avais 3 objectifs. C'était à la fois faire partie des 20 meilleures collections et me faire sélectionner, à la fois être la collection à la fin du défilé, la collection qui allait attirer tous les journaux et qui allait avoir tous les articles, et surtout profiter de ça pour créer un storytelling énorme et me développer sur les réseaux sociaux, ce qui allait pouvoir me permettre de pérenniser le fait d'être à cette défilé, de me dire ok, c'est pas en fait le défilé de la Fashion Week pour beaucoup ça a été une fin, ça a été un accomplissement et pour moi ça a été un début. Et c'était vraiment le truc que je voulais faire en sorte qui était hyper important. Du coup, j'ai taffé de ouf sur cette collection. Je me suis lancé à fond sur les réseaux, typiquement avec le Hookup. J'ai un an pour faire ma collection. Elle défilera peut-être à la Fashion Week de Paris. J'ai posté la première vidéo, j'avais 6000 abonnés. J'ai posté la première vidéo. Elle a fait genre 1 million de vues, je crois. J'ai pris genre 40 000 abonnés. Et en 6 mois, je suis passé de 6000 abonnés à 135 000 sur Insta, en full organique. On faisait des millions de vues. C'était fou. Et j'ai eu encore une fois. Ouais, franchement, toujours, j'ai jamais mis un seul argent j'ai jamais fait ads de quoi que ce soit. Il va falloir que je m'y mette, mais j'ai jamais fait de ads ou quoi que ce soit et j'ai jamais touché à ça. Et du coup, je me suis lancé à fond dans cette collection. Les réseaux, ça prenait. Du coup, les gens me suivaient. Je commençais à me faire inviter à des events. J'étais sponsorisé pour les tissus, tout ça. Et je me suis dit, ok, maintenant, il faut faire la meilleure collection possible pour faire partie de ces 20 collections. Donc, j'ai vraiment fait une collection super space, vraiment de l'artistique, pas du portable du tout. Il y avait certains qui disaient, en vrai, dans ma collection, je vais faire un peu de portable. Au moins après, je crée ma marque et je peux revendre des items. Moi, je me suis dit, Andrea, cette collection, vraiment, tu la prends comme un investissement. Tu t'en fous d'être rentable. Justement, en fait, Est-ce que c'est toi qui dois tout financer? Ouais. Ah ouais, c'est moi qui dois. Et c'est là où il y a des disparités qui sont. C'est que Tana, il y en a un, son père, c'est le PDG de Moncler. T'en as un autre, son père, elle vient de la famille royale. Son père travaille chez Bouygues. Genre, ils pouvaient mettre des budgets de ouf. Et t'en as d'autres à côté. On est un peu plus. Et encore, moi, je sais pas partie des membres. Ça envoie un chèque pour voilà. aller s'amuser à la Fashion Week. Ouais, quoi. Voilà, mais j'avais vraiment un pote qui était dans la galère. Le mec, tous les midis, il mangeait la même gamelle du truc parce que c'était juste des pâtes, parce qu'il avait pas l'étal. Et vraiment, le pauvre. Genre, t'avais vraiment une sorte d'inégalité qui s'est creusée. Ça faisait un peu de peine parfois. Mais du coup, je me suis lancé à fond sur cette collection. Je me suis dit, je vais faire le truc le plus space possible parce que t'es dans un défilé, t'es vraiment dans un défilé de créateurs. Et je me suis dit, l'IFM, mon école, s'ils te sélectionnent, pourquoi est-ce qu'ils vont te sélectionner? Et je me suis dit, s'ils te sélectionnent, et que pour te mettre à cette Fashion Week, c'est pour montrer au monde entier qui sont les créateurs de l'IFM. Et ils ont pas envie que tu montes du portable parce que le portable, tout le monde sait faire. Donc je me suis dit, fais les trucs les plus space possibles, les plus artistiques possibles. Du coup, je me suis lancé, j'ai pris 2 cadres, je les ai mis en quinconce les uns aux autres et j'ai intégré un pull en maille dedans. Et vraiment le truc impossible, même à porter en défilé, c'était chaud. Mais les gens ont adoré, ça a hyper plu. Et donc, en plus d'avoir tous ces abonnés, on a fait partie des 20 sélectionnés. Et à un moment, je me suis dit, il faut que je fasse un truc en plus de ce défilé si je veux faire partie des meilleurs. Et c'est un truc où c'était différent, tu vois, des maths ou de la physique. Si tu veux faire partie des meilleurs, il fallait ramener quelque chose de nouveau. Tu veux pas juste te dire, je vais faire des vêtements mieux. Parce qu'en fait, quand t'es les 20 meilleurs, vous avez tous des styles différents. Du coup, les 20, vous êtes équivalents. Il n'y a pas un moyen de vous différencier les uns des autres. Du coup, si tu veux te différencier, il faut vraiment apporter quelque chose de nouveau, mais pas sur le thème du vêtement, sur quelque chose de plus. Et c'est là où je me suis dit, en vrai, je vais reprendre tous ces trucs de mode digital, d'NFT que j'avais vu à l'époque. Je suis sûr, il y a moyen de faire un truc autour de ça. Mais j'avais commencé à regarder la mode digitale, je me suis dit en vrai ça m'ennuie un peu. Et pour moi un vêtement il a besoin d'exister, il a pas besoin d'être en 3D, genre c'est ennuyant, c'est qu'un prétexte. Je voyais les NFT dans la majorité des projets, c'est plus une raison qu'une conséquence. Du coup, et à un moment je suis tombé sur la réalité augmentée et là j'ai vraiment accroché à cet aspect de la réalité augmentée. Pourquoi ? Parce que je me suis dit en fait la réalité augmentée, soit tu la fais seule,
genre juste la réalité augmentée, soit tu la couples à un vêtement physique. Et si tu arrives à la coupler à un vêtement physique, je trouve ça trop cool parce qu'en fait, le vêtement physique, il existe toujours dans la vraie vie. Tu portes toujours ton vêtement, tu le portes, t'es dans la vraie vie, dans le monde réel, t'as besoin de voir le vêtement physique. Et en plus de ça, quand tu vas sortir ton téléphone et regarder le vêtement au travers de ton téléphone, t'as de la réalité augmentée qui va sortir. Et ça, je trouvais ça hyper cohérent parce qu'aujourd'hui, on est tous sur nos téléphones, on vit tous en ligne, on vit tous au travers des réseaux sociaux. Aujourd'hui, typiquement, on a tous la majorité des jeunes, on a une identité en ligne. Notre profil Instagram, il dit quelque chose de nous, mais dans la vie réelle, parfois on est différent, parfois on n'est pas la même chose, mais les deux coexistent. Et du coup, moi, je trouvais ça hyper logique de se dire, mes vêtements physiques, ils vont avoir une extension digitale. Sauf que ça, pour faire passer ça à un consommateur, ok, le jeune, tu peux lui vendre ça, il va kiffer tout ça. Dans un défilé, il y avait que des vieux, il y avait que des gens vraiment, c'était des pointus de la mode, et les pointus de la mode, c'est les gens, ils aiment pas les choses différentes. Genre, faut rentrer dans les codes, tout ça. Du coup, j'étais en mode paniqué, j'étais vraiment en mode, il faut que je me dise, ok, la réalité augmentée, il faut pas que je leur force à la voir, faut que je la leur ramène. Et je suis allé à un défilé, et je me suis rendu compte qu'au défilé, en fait, personne regardait le défilé, et tout le monde était comme ça. Genre, à filmer le défilé, et à regarder le défilé par-dessus le téléphone. En fait, je me suis dit, en fait, il y a déjà le truc entre le défilé et eux. Donc, en fait, la réalité augmentée, ça va être parfait, ça va marcher de bien. Et j'ai même pas à leur forcer à sortir un nouvel appareil, télécharger un truc ou quoi que ce soit. C'est déjà au travers de leur téléphone, ils ont déjà le geste. Et du coup, je connaissais rien à la réalité augmentée, rien du tout. Je savais pas faire de trucs, je savais pas faire de rien. Grâce au réseau, j'ai monté un projet, j'ai sorti le truc et j'ai réussi à convaincre une des plus grosses startups de réalité augmentée qui s'appelle 010. Ils ont levé 100 millions. J'ai réussi à les convaincre de travailler avec moi. Ils ont sponsorisé mon défilé, ils ont fait le truc en réalité augmentée. Et là, c'est là où vraiment ma collection était cool, mais c'est vraiment. C'était celle de la Fashion Week? Ouais, non, c'est celle de la Fashion Week, c'est celle de la Fashion Week de Paris. Et t'étais le seul à faire de la réalité J'étais augmentée. le seul à faire de la réalité augmentée et surtout. C'est ça qui t'a permis de te différencier? Ouais, et j'étais surtout le premier designer ever à faire de la réalité augmentée dans une Fashion Week. J'étais le premier à avoir fait ça. Et c'est ça qui m'a permis de me différencier. Et c'est ça où, en sortant du défilé, les gens sont venus me parler. Les gros journalistes sont venus me parler. En sortant du défilé, j'ai eu un article dans Vogue. J'ai vu une cover dans GQ. J'ai eu des articles dans Vogue Runaway. Et c'est là vraiment qui a tout propulsé, parce que même ça m'a lancé sur les réseaux sociaux. J'ai vu à quel point les gens, ils avaient vu ce truc de nouveau et à quel point ils avaient kiffé la manière dont je l'avais amené et où c'était pas juste comment ça s'appelle, c'était pas juste de la 3D, c'était vraiment un truc amené en plus. Si tu veux, après on le verra pas à la caméra, mais je sais pas si t'arrives à le montrer à la caméra, mais si peut-être je mettrai au montage. Ouais, peut-être tu mettras, tu mettras au montage. Ouais, ouais. Tu veux que je te montre maintenant? Ouais. Et puis de toute façon on mettra au montage. Mais les gens au moins verront ta, entre guillemets, yes. Je sais pas si on va me voir, mais il va falloir que je me lève. Tiens le téléphone. Vas-y. Attends. Incroyable. Oh. Ouais, c'est incroyable. Attends, on va pas trop vite. Normalement, ça suit bien le. Attends, tu sais, je peux enregistrer l'écran? Ouais. Attends, je vais enregistrer l'écran comme ça. Ça enregistre là? Attends, 3 secondes. Vas-y. Go, c'est bon. Comme ça, les gens, je leur montrerai. Si je suis assez loin. Non, mais là, si, c'est bon, là, franchement, je vois le truc. Ah, c'est une dinguerie. Et du coup, les gens, ils défilaient, les mannequins, ils avaient ça, et ils étaient là-dessus. Mais c'est sur ton téléphone, c'est une application? C'est sur le téléphone. Là, ça marche avec une application, ce qu'on a fait. Maintenant, t'as plus force pas. C'est un peu différent. Mais en gros, t'avais vraiment le concept de se dire, les vêtements physiques, ils existent toujours. Incroyable. Si je le regarde avec mes yeux, le vêtement, il va exister. Attends, je vais enregistrer. Ouais, trop bien. Tu m'enverras comme ça, on va l'incruster en même temps. Et vous avez vu ça? C'est pas une dinguerie? Ce que je me suis dit par rapport à la mode 3D, c'est que la mode 3D, tu la mets sur un écran et voilà, c'est chiant. C'est certes cool, mais c'est chiant. Là, ça vit sur le mannequin en réel au moment où il marche. Tu sors ton téléphone des yeux, tu vois le vêtement réel et par-dessus, tu vois ce vêtement en réalité augmentée. T'as vraiment les trucs qui vont créer une sorte de symbiose, une sorte de coexistence entre les deux. Et là, je me suis vraiment dit, ok, c'est lourd parce qu'on ajoute du digital sans supprimer. Mais en gros, comment genre, imagine, je suis assis. Et genre, c'est sur quoi? C'est dans le téléphone? Pour le défilé, on était obligé, il fallait télécharger une application. Ah oui, c'est l'application. Il fallait télécharger une application. Et ça, c'était un genre, je reviendrai après, c'est un des gros points négatifs, c'est qu'il y avait de la friction. Il fallait avoir une application. Et en fait, tu vois, et encore une fois, là, je le précise pour expliquer ce qu'on fait chez Arentwil. Là, le filtre en réalité augmentée, il marche sur n'importe qui. Si je prends ton téléphone et je le mets sur toi, il marchera aussi sur toi, il marche sur moi. Et ça peut être un avantage, mais pour moi, c'était un gros point négatif, le fait qu'il marchait sur n'importe qui, que tu pouvais pas le lock sur une personne en particulier. Et du coup, ça m'a fait marcher de ouf. À la Fashion Week de Paris, j'ai eu les articles, j'ai eu des investisseurs new-yorkais qui étaient là, qui étaient présents au défilé, qui m'ont repéré. Et 2 mois après, je m'envolais pour New York pour faire 2 défilés pendant la Fashion Week de New York, où je voulais voir la réalité, où je montrais ma réalité augmentée et mon défilé. C'est quoi que t'as préféré, New York ou Paris?
Le défilé de Paris était mieux parce qu'on était sur le calendrier officiel. D'accord. New York, c'était on était dans la prestigieuse Fashion Week de New York, mais on n'était pas réellement sur le calendrier. Et là, t'avais vraiment un défilé à Paris où c'était, et en fait, vu que c'était pas moi qui payais, c'était vraiment une école qui avait des fonds et en plus, comment ça, l'IFM, ils sont soutenus par LVMH. Donc t'avais vraiment des gros fonds derrière. Le défilé, il a dû coûter au moins 300 000 € quoi, de l'IFM. Ok, Il a pas coûté. Oui. Il a pas coûté autant. Donc vraiment, Paris, c'était cool, mais en fait, New York, t'avais le truc où, tu vois, en fait, Paris, j'étais avec mes autres camarades. New York, j'étais tout seul. C'était mon défilé. J'ai fly avec mon père. On était en business class. C'était fou. On allait à New York. Raconte-nous. Genre, reviens dessus. Raconte-nous New York. Ces investisseurs ils étaient hyper intéressés par mon projet et ils m'avaient rencontré à la Fashion Week de Paris. Et après, j'avais donné 2-3 conférences pour parler du thème de la réalité augmentée. Et les gens ils m'avaient repéré. T'as fait défilé plus conférence. Ouais, j'ai fait des conférences. C'était assez stressant parce qu'à l'époque, j'étais pas hyper bon en anglais. Maintenant, ça va, mais je devais donner tu l'as fait en anglais en plus. Et je me souviens, pendant ma première conférence, je commence à parler. À un moment, ma jambe, elle se met à trembler et j'arrivais plus à contrôler ma jambe, trembler. Et ma jambe, elle faisait que trembler. J'étais tout rouge. Je me disais, putain, ça doit puer la merde ce que je dis. Et à la fin, je finis ma conférence au bout d'une heure. Je dis, est-ce que vous avez des questions ou quoi que ce soit? Personne n'a des questions. Je me dis, ouais, putain, merde. Et après, t'as cette dame qui se lève, cette investisseuse. Elle m'applaudit. Elle me dit, franchement, vous êtes la personne exacte dont on a besoin dans l'industrie aujourd'hui et tout. Vous avez la vision parfaite et tout, parce que j'avais mixé. J'allais dire, t'as une très bonne vision. J'avais mixé le truc de storytelling, le truc de innovation, réalité augmentée, le truc de mode, mais pas le faire bêtement, tu vois, où t'es conscient que tu dois faire de la créativité, mais en même temps que cette créativité, en fait, le problème dans la mode, c'est que t'as plein de gens qui vont faire des trucs super créatifs et qui font penser qu'ils vont faire plein d'argent avec ça et qui vont essayer de vendre ces trucs créatifs. Moi, je l'ai fait, mais je sais pas de les vendre parce que je sais que je les vends pas, mais je suis conscient que c'est juste pas un produit d'appel, c'est le truc qui va te permettre d'attirer ta clientèle et ensuite il faut construire l'autre produit. Donc j'arrive en fait à cumuler la vision innovante, la vision j'ai eu un accent de ouf quand j'ai dit innovante. La vision innovante, c'est accent Béziers. la vision innovante, la vision mode créatrice et surtout la vision business, et c'est ces trois trucs vraiment qui font ce que j'allais dire, parce que t'as une casquette créative, t'as une casquette marketing pur et dur en soi. Et derrière, tu sais raconter des histoires avec du storytelling. Ouais. C'est fou, et t'arrives à mixer tout ça, c'est ce qui fait vraiment ton avantage. En plus de ça, aujourd'hui, et typiquement, ça me faisait rire parce que j'entends des flubs qui disaient dans une vidéo que lui, les business plans, il l'avait jamais fait, c'était pas son truc et tout. Et ben moi, aujourd'hui, je suis en plein dans ça, à faire les business plans pour la levée de fonds. Je dois faire des business plans sur 5 ans, tout prévoir et tout, des BSAR pour des holdings. Je suis en train de faire la holding. Heureusement, il y a mon père. Du coup, comment va s'appeler ça, la boîte? Comment elle s'appelle? Arentrill. Elle est déjà en ligne. Donc là, tu cherches des fonds pour pouvoir. On cherche des fonds et on fait. Bon, en même temps, on a réussi à financer. Je me l'expliquerai après. Et on lance officiellement en juin. Ok. On lance officiellement. On aura toute la tech qui sera prête en juin. Et du coup, je reviens sur New York. Et du coup, on a fait le défilé à New York. Franchement, on a fait les 2 défilés à New York. C'était ouf. Je me suis invité à New York. On était à New York. Franchement, c'était ouf. Ça flexait en business. Ouais, hein. Franchement. Quand j'ai fait la story en business, j'attendais que ça. Le daron en business. C'était trop d'art. On avait la petite coupe de champagne, les hôtesses qui étaient. J'avais jamais voyagé en business, même mon daron, il avait jamais voyagé en business. Et j'étais d'art de me dire, c'est moi qui ramène mon daron en business, tu vois. Clean. Franchement, c'était cool. Et on a fait le défilé à New York. C'était trop cool. Et à New York, il y avait des gens. J'ai jamais su réellement s'ils faisaient partie du gouvernement chinois ou c'était d'autres choses, mais t'avais des gens chinois qui étaient là pour voir un petit peu les nouveaux talents. Et quand ils ont vu la réalité augmentée, ils sont devenus fous. Et du coup, 3 mois après, j'allais faire une exposition et un défilé. Pas à Shanghai, mais à Shaoxing. C'est à côté de Shanghai. Et c'est la capitale du textile, chinois. Et du coup, c'était énervé aussi. Je partais en Chine. J'étais jamais parti en Chine. Surtout que pour aller en Chine, on était même pas en business class. On était dans le truc vraiment où t'as le lit carrément dans l'avion. Je sais pas comment. T'as la first. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. C'est la first, je crois. Genre vraiment, c'était zinzin, j'en revenais même pas. Et ça aussi, c'était une expérience de ouf d'aller en Chine, de voyager en Chine. Tu allais aussi avec ton père? Ouais, aussi avec mon père. On a pris les 5 valises, on avait toute notre collection dedans. À l'aéroport, il y avait le panneau André Albruzio, c'était trop marrant. Ouais, t'as été accueilli comme un ministre, quoi. On avait un chauffeur sur place, on avait un hôtel, nos chambres pour nous et tout. Franchement, c'était une expérience. Surtout quand t'as 20 ans, que tu viens de sortir tes trucs et tout. Franchement, je trouve ça fou. On a ramené nos vêtements et tout. Et les mannequins, du coup, tu les sélectionnes, elles viennent avec toi ou c'est là-bas? Non, d'accord. Ça aurait coûté hyper cher. Ouais, non, mais je sais pas, tu sais. C'est les mannequins chinois sur place, ils nous ont amené le casting et j'ai choisi, j'ai dit je veux tel ça. Okay. Et pour New York, on les a fait à distance. Il y avait des castings, j'avais quelqu'un qui faisait les castings pour moi et moi je t'en fais ça. Comment tu le sélectionnes selon le modèle, comment tu penses ça va rendre sur quelqu'un, comment c'est porté. Pour le coup, s'il y a des trucs, ça doit être chaud à tenir pour que ça fonctionne, tu sais, quand il marche. Ouais, et surtout faut être assez régulier. Surtout que c'est ton cadre. Ouais, faut être assez régulier, faut que les gens ils fassent tous la même taille. Moi, je veux des profils assez fins, je veux des profils assez atypiques, genre des gens que j'appelle toujours, j'espère que les mannequins ne regarderont pas cette vidéo, mais des gens qui ont des critères de beauté très atypiques.
Genre typiquement les filles que je vais prendre sur des modèles, c'est pas du tout mes goûts perso, mais c'est vraiment les goûts de mannequins et des goûts très atypiques parce que collection vêtements atypiques, je veux des modèles qui sont atypiques aussi. Et franchement, c'est des expériences, c'était lourd de ouf. Entre les deux défilés, je me suis dit que j'allais lancer un magazine. Pourquoi lancer un magazine? Parce que en gros, je voulais faire du cash. J'étais au plus gros de ma communauté. Je savais que c'était le moment de faire un petit peu de cash. J'avais la flemme de sortir des vêtements. J'aurais sûrement plus vendu si j'avais sorti des vêtements, mais je savais que j'allais en faire toute ma vie. Donc je voulais vraiment me dire. Tu pensais que peut-être ça allait baisser ta valeur perçue de sortir des vêtements En fait, dans ton monde? non, parce que je vais le faire. Mais je me suis dit, là, je suis vraiment au summum où je suis pas encore perçu comme un entrepreneur. Plus tard, ça sera, je serai perçu comme ça. Bah là, Ouais. on y arrive, hein. Ouais, non, mais de ouf. Mais j'étais au summum où j'étais perçu comme un créateur de mode et je me suis dit, en vrai, autant consolider cette image pour plus tu la consolides, moins elle s'effritera après. Et du coup, j'ai lancé un magazine vraiment artistique où, en gros, dans le magazine, c'était un magazine sur ma collection. On l'a fait en un mois, on a fait des shoots avec des gros photographes et en plus dessus j'ai fait une petite stratégie marketing où en gros le magazine on vendait 15 balles et je l'ai sorti aussi une version à 35 balles et si tu prenais l'option à 35 balles t'avais une chance sur 30 d'avoir un ticket d'or et si t'avais un ticket d'or dedans tu peux gagner des places pour le prochain défilé, des looks du défilé. Des magazines on a vendu genre 2000 en moins d'une semaine et genre 80% des gens ils ont pris l'option à 35 balles. Du coup, j'ai réussi à upsell le truc de ouf juste avec le petit move des tickets d'or. Donc c'était cool. Ça nous a fait un petit peu de CA et ça nous a permis même si j'avais toujours de l'argent de côté pour commencer à Rentschwil avant les levées de fonds, tout ça, d'être un peu plus cool pour tout financer. Et du coup, après, j'ai fini le défilé à New York, j'ai fini le défilé à Shanghai. Et là, on m'a proposé de partir autre part. On m'a reproposé d'aller à New York, aller à Brooklyn. Je me suis dit, en vrai, non. Tu vois, je me suis dit, ok, là, je pense que c'est pareil que quand j'ai dit stop pour mon premier shop. Là, je pense que c'est le moment de dire stop. Ce défilé, c'est cool. Je flex, je vais partir en Chine, tel truc. Mais en soi, ça apporte rien. Juste, tu montes ton travail et tu le remontes encore une fois. C'est en plus du fantasme. Là, tu veux build un vrai truc, voilà, construire la vitrine, elle est là. Juste quand les gens y rentrent, il faut qu'ils rentrent. Et tu dois avoir un réseau de zinzin maintenant, en vrai. Le réseau est bien, mais je me suis dit, quand les gens y rentrent dans la boutique, il faut qu'il y ait un produit, il faut pas qu'il y ait juste un produit, juste un vêtement. Il faut qu'il y ait un truc, mais banger de ouf, qui a jamais été fait avant et qu'on ramène un truc. Faire rentrer de l'argent, quoi. Et c'est là où je me suis dit, t'as fait tellement de trucs que là, si tu convertis bien, ça peut être énorme. Et en plus, j'avais ces envies entrepreneuriales de monter un vrai projet, parler de levée de fonds, tout ça. Vraiment, ça me fait kiffer. Et je savais que faire un prochain défilé, c'était cool pour l'ego, mais en soi, ça allait m'apporter rien et que c'était le moment de dire stop. J'en avais fait, j'avais mon CV et surtout, en fait, ça me permettait d'avoir un CV. Et maintenant, aujourd'hui, quand je vais voir des investisseurs, je dis pas bonjour, je m'appelle Andrea, j'ai fini mes études, je lance un truc, je dis bonjour, je m'appelle Andrea, j'ai 20 ans, j'ai fait une Fashion Week à Paris, 2 mois après à New York, 3 mois après à Shanghai. J'étais dans les plus gros médias. On a plus de 300 000 abonnés sur les réseaux. Et tu vois, et au moins ça me permet au CV. Et là les investisseurs et surtout que la mode c'est un milieu hyper dur pour lever parce que c'est un milieu. En gros la mode t'as 97% des startups qui échouent, mais celles qui réussissent t'as une rentabilité de ouf. Tu sais, surtout en startup, moi, c'est pour moi, si j'ai la vision encore de l'e-com pur et dur ou le rentabilité comme toi, t'as fait. Du coup, si tu dois apprendre aussi un autre monde. Typiquement, sur une marque de mode, j'ai pas le terme exact, mon père l'aura, mais t'as un EBITDA ou un truc comme ça. EBITDA. Ouais, qui a 15%, 20%, et de marge nette, je crois. En gros, le CA moins le COGS, moins le coût des matériaux, tu dois tomber autour de 75%. Quoi. Donc tu vois, t'as pas une rentabilité comme un SaaS où tu fais une rentabilité de... Ça dépend. Hein. Ah ouais, ok. Ça dépend le genre de SaaS. Hein, sur par exemple Sendshore, sur du traitement de vidéo, c'est pas autant qu'on ne le pense. Ok. Après, ça dépend. T'as des utilisateurs qui prennent un abonnement qui utilisent pas le tool, donc forcément. Ah mais voilà. Et oui, il y a des SaaS... Il y a des SaaS très vénères. Tout à l'heure, on parlait d'Ad un petit peu, mais là, allez, petits tips glissés dans le podcast. Si tu trouves un moyen de faire un SaaS ou un truc qui est rentable en ad, le scaling, il est... Ouais. Si tu arrives à ne pas perdre et de break-even en ad, moi, c'est direct. Okay. Si tu imagines, tu runs des ads, tu perds pas d'argent tous les jours et c'est des users qui vont rester dans le temps. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est une autre vision que j'ai, mais bref. Mais c'est une vision intéressante que j'ai pas et qui est hyper intéressante à parler. Un truc parce que, pour le coup, j'en reviendrai après, mais je vais parler plus avant. Mais sur les SaaS, moi, j'ai lu de ouf sur ça et je kiffe trop parce que c'est, parce que t'es très très curieux parce que t'es tombé dans la crypto. Ouais. À un moment donné, tu fais une belle boîte. Et tu regardes tu regardes tout. Typiquement, ça fait 3 soirs que je passe mes nuits à travailler à monter sur un gros programme d'affiliation pour Rentschwil avec, je sais pas si tu connais Social Snowball. C'est un gros truc d'affiliation et j'ai vachement étudié le mec, j'adore les mecs comme ça sur Twitter, c'est pour ça que je te suivais sur Twitter aussi. Oliver qui a monté la marque Tabs. Je
Je sais pas Tape Chocolate, toi. Tape Chocolate. J'ai suivi de ouf. Je lis tout. C'est très fort. Hein. Ouais, attends, merde. Toute sa manière de scale, le truc et tout. Franchement, j'ai lu de ouf. C'est très fort. Ça me passionne, en fait, de lire des trucs d'entrepreneurs comme ça. Et ensuite, moi, de le mixer à la mode. Mais je peux pas reprendre tous les codes parce que malheureusement, dans la mode, on a le même truc. Et c'est pour ça que, je kiffe, échanger autour de podcasts. Parce qu'en fait, tu vois, le truc, typiquement, tu vois, Oliver, ce qu'il a fait avec Tabs, où tu crées 10 000 comptes différents de Tabs. Typiquement, dans la mode, tu peux pas faire ça. Sinon, si t'as 10 000 comptes de ta marque, ça baisse ta valeur perçue. Et du coup, c'est ça exactement. Et tu dois réussir à, la majorité des marques, souvent en drop et tout, elles s'en foutent un petit peu de la valeur. Elles s'y font attention, mais parfois c'est pas grave parce que juste t'essayes d'avoir le consommateur, il achète le produit, puis après voilà. Mais dans la mode, t'as vraiment ce truc de ensuite tu veux faire des défilés de créateurs quand tu veux intégrer les Fashion Week, et du coup c'est galère, mais j'adore mixer. C'est comme moi sur ma boîte, sur une de mes boîtes où je fais un truc très long terme où les gens je veux qu'ils rachètent et je suis là sur 2, 3, 4, 5 ans avant de viser potentiellement un exit, une revente. Et mais oui, du coup tout ce que tu crées, c'est comme toi, c'est de la qualité parce que, les gens, ils doivent racheter derrière et il y a un nom, il y a un truc Et puis, si le mec achète, il a une mauvaise expérience la première fois. La deuxième fois, il va pas racheter. Comment tu le revends nos trucs? En même temps, tu vois, dans tous ces trucs de SaaS, d'e-com et tout, t'as tellement de bonnes idées de marketing et de trucs que, en fait, les gens dans la mode n'utilisent pas aujourd'hui. En réalité, l'e-com et même, dropshipping pur et dur de business model de faire de l'argent en trafic froid direct. C'est la meilleure école. Mais voilà, mais tu vois, par exemple, Flub, ça marche de ouf, et je crois, et ça marche de ouf à sa manière, et trop bien. Mais je pense pas qu'il utilisait aucune manière de, tu vois, il se contente de faire des vidéos, ça marche en organique, il fait un truc bien. Ouais, voilà, tu vois. Mais moi, je sais pas pourquoi, j'ai cette passion, et moi, j'ai vraiment la vision où je veux scale de ouf. Genre, j'ai vraiment cette vision-là, et où parfois, si je dois un peu, tu vois, par exemple, au début, je voulais vraiment faire du made in France ou du made in Portugal. Finalement, on va faire un Asie parce que c'est la même qualité, c'est presque la même qualité, c'est tout aussi bien. C'est tout aussi bien. Et j'ai vraiment cette vision de scale le truc, et je veux vraiment réussir à amener la mode à la fois avec le créateur, mais à la fois avec la vision business du truc, et c'est hyper important pour moi, quoi. Et c'est quoi les grandes étapes? Tu te vois où dans, je sais pas, 3, 4, 5 ans sur ta société? Franchement, je sais pas parce que là, t'as fini les cours. Ouais, j'ai fini les cours. Du coup, t'avais combien de temps, là? 3 ans, j'ai fait 3 ans de cours. J'ai un bachelor, du coup. Mais celui-là, avant de te parler de ça, je vais te parler vite fait d'Arentuil. Aujourd'hui, la vision qu'on a derrière Arentuil, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la majorité des jeunes, ils ont des relations très courtes avec leurs vêtements. Aujourd'hui, un jeune, il porte environ son vêtement 5 fois avant de commencer à l'oublier ou de songer à le revendre, les jeunes générations. Et nous, on veut créer une nouvelle expérience beaucoup plus forte entre le jeune et son vêtement. Du coup, ce qu'on développe, c'est on a développé une technologie qu'on met sur nos vêtements où typiquement, t'achètes notre vêtement, c'est un vêtement qui est physique, tu le portes. Et sur notre vêtement, il y a une technologie qui fait que le vêtement, dès que tu vas te filmer dans un miroir ou qu'un pote va te filmer ou quelque chose comme ça, et qui va te filmer comme ça, t'as un super pouvoir qui va sortir du vêtement, comme t'as vu là. Et ensuite, ton vêtement. Tu joues aux jeux vidéo? Non, je veux pas du tout, mais j'aime beaucoup la rentabilité qu'il y a derrière en termes de business, donc j'ai repris, mais tu vois, c'est encore mieux. Et ensuite, ton vêtement, dans notre technologie, tu peux le connecter à notre application. Et une fois que tu connectes ton vêtement à l'application, tu vas pouvoir jouer à un jeu vidéo sur notre application, gagner des l'XP, gagner des trophées, monter en niveau. Et à chaque fois que tu vas monter en niveau, tu vas débloquer de nouveaux effets de plus en plus rares. Ces nouveaux effets, tu vas pouvoir les échanger avec tes joueurs, les faire évoluer, un peu un délire à la Pokémon. Tu vas débloquer tous tes effets de plus en plus rares, différents styles. Certains, il va être légendaire, l'autre, il sera commun, l'autre, il appartiendra à telle famille. Et ensuite, tu as tous tes effets et tu peux choisir, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de mettre cet effet-là sur mon vêtement, et tu sélectionnes ton effet sur l'application et tu mets sur ton vêtement, et instantanément, dès que tu vas sortir ton téléphone et te voir, tu auras l'effet que tu as choisi d'avoir sur ton vêtement. Il y a un abonnement sur l'application? Il y en aura un. Pour l'instant, en gros, on a deux systèmes de rentabilité. On vend le vêtement physique, et ensuite, on va mettre un modèle freemium où, en fait, l'abonnement, on peut pas se permettre d'être trop sévère sur l'abonnement parce que là, tu vois, souvent sur les abonnements, tu as la version gratuite et ensuite la version payante. Nous, même la version gratuite, elle est payante vu que tu dois acheter un vêtement. Donc, on n'a pas ce truc-là où on doit quand même fournir à la personne qui achète un vêtement un parcours et une utilisation genre super cool et super agréable vu que la personne, elle a payé pour le vêtement, elle a payé pour l'expérience. Mais après, bien évidemment, on va mettre un système premium où tu as des fonctionnalités en plus et plus développées, où tu prends un abonnement parce que même ça, les investisseurs, ils l'adorent, et dès que j'en parle aux investisseurs, ils kiffent de ouf. Donc, c'est grave la vision qu'on peut faire. C'est incroyable. Et on a vraiment. De toute façon, on va en rediscuter en off. J'ai trop d'idées de market et de trucs à dire. Ça fuse. Et la vision, c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, on va être une marque de vêtements cool dans tous les cas. On va faire des vêtements cool. Moi, c'est ce que je sais faire, des vêtements cool, des vêtements que les gens ont envie de porter. Et en plus de ça, on va rajouter ce truc en plus. Ça va nous permettre de se différencier de toutes les autres, ça va nous permettre de se différencier de toutes les autres marques sur les réseaux sociaux. Le fait d'avoir cet effet qui sort, c'est très catchy. Ça fait des hookups très, très cool. Donc,
Je suis persuadé que ça peut très bien marcher sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment le but d'être une marque de vêtements au travers d'une expérience jeu vidéo et de venir, en fait, essayer de recréer ce lien si puissant qui va exister entre un joueur et son jeu vidéo, aujourd'hui entre un client et son vêtement, et de réussir à recréer ce lien si puissant, quoi. Donc c'est vraiment la vision d'Arendswil. Une fois que j'ai eu la vision, cette vision, j'ai dû l'avoir en genre septembre-octobre. Mais malgré ça, après, il fallait développer toute la tech. J'avais l'idée en tête, il fallait trouver toute la solution. Moi, j'y connaissais rien en dev, franchement, j'y connais T'as trouvé des développeurs? Ouais, on a trouvé des développeurs. Tu les payes ou ils ont des parts? En gros, on s'est associé à Ternoa, qui est aujourd'hui la blockchain numéro 1 en France. En gros, tous nos effets, ce sont des NFT, mais on le fait d'une manière assez hyper discrète. En gros, l'utilisateur ne verra jamais que c'est des NFT. On le fait vraiment, on l'inclut sans le moins de friction. L'utilisateur, il n'a pas à avoir des cryptos, il n'a pas à avoir des NFT, il n'a pas besoin d'avoir un wallet. Tout est intégré sur notre application. Juste si l'utilisateur, c'est un mec qui vient du Web3, il peut activer le mode Web3 sur l'application et ces effets, il peut vraiment les prendre, les échanger, qui sont interopérables, tout ça. Et nous, ça nous permet aussi que si demain, tu as un big bull run sur le gaming qui arrive, on peut switch 2 secondes et on peut permettre de se faire un gros truc et de se faire un très smart sans être un cash grab, vu qu'en réalité on est déjà intégré dans le monde réel. Et surtout que moi j'ai vu à quel point à l'époque où j'étais dans ce monde, à quel point tu avais des projets, ils sortaient un trailer, il y avait rien dans le monde réel, les mecs ils étaient même pas docs, je savais même pas qui c'était et ça faisait des millions. Je me suis dit putain, c'est moi, le projet il existe depuis 2 ans, on est tous docs, on est un truc, tu peux voir qui je suis, le projet il existe, on a déjà vendu genre 5000 vêtements, 10 000 vêtements. Tu sors ça au moment où t'as un bull run de ouf. Oui, moi j'ai la vision du NFT. Ça doit être un plus. Oui, voilà. Vraiment, on amène une vraie valeur derrière le truc. Tu vois, tu pourrais très bien sortir, genre comme le modèle Freemium, une sorte de collection NFT à un moment où tu rajoutes des effets super rares, beaucoup plus rares, qui te permettent de faire un truc en plus sur le vêtement. Par exemple, je sais pas, l'effet, il peut évoluer en live quand tu le portes. Exemple. Et pour ça, il faut avoir le NFT. Et voilà, quoi. Après, c'est chaud de rajouter des NFT et de sortir parce que souvent, les NFT, ça dure. Par rapport à l'image de marque que tu veux très long terme, une marque, t'es obligé d'avoir, t'as même pas, tu vois, une vision 4-5 ans, t'as vraiment, genre, tu as une vision, genre, sur 30 ans ou sur 20 ans. Donc, c'est compliqué. Ouais, oui, oula, tu pousses, toi. Ouais. Après, moi, tu vois, dans 20 ans, je suis le pacha. Ouais, alors, moi, c'est peut-être ma vision qui va évoluer. Mais tu vois, j'ai pas juste la vision de business, c'est aussi la vision créative. Et en fait, ça me ferait chier demain de plus avoir à créer de vêtements. Et ça me fait sincèrement. Mais c'est ta passion. Ouais, tu vois, c'est pas juste un truc. Je vois l'aspect business où tu dis que t'as envie d'un exit, de revendre tout ça, mais moi, ça me fait kiffer de faire des vêtements et ça me fait rendre. Moi, ce que j'aime, c'est, oui, faire de l'argent, je kiffe. En vrai, tu sais, je vis avec rien. En ce moment, je dois dépenser genre 400 balles par mois. Je vis vraiment avec rien. Je vis. Ouais, tu bouffes ton PC et tu couds. Franchement, on est cool. Tout mon taf, il va dans les salaires des gens que je paye. Et même, tu vois, encore, on en a discuté avec mon père. C'était hyper marrant et un investisseur nous a repris. Et mon père, on était sur le business plan. Après, c'est le business plan, c'est que des fantasmes. On verra si ça se réalise ou pas. Mais en année 5, on avait jusqu'à 8 millions de CA. Et mon père, il m'avait mis en salaire. Il m'avait mis genre 1200 € par mois. Et moi, j'étais OK. Je m'en foutais. L'investisseur, il m'a dit, attends, vous êtes fous. C'est-à-dire, le CEO, le mec qui a la tête, il va pas toucher 1200 €, tu vois. Mais je suis vraiment pas dans les délires là pour l'argent. Franchement, moi, l'argent, ce que je vais kiffer, c'est plus kiffer, voir les chiffres et me dire, putain, j'ai fait tant. Mais c'est même pas pour le dépenser. Franchement, j'ai pas des besoins de luxe ou quoi que ce soit. Et du coup, aujourd'hui, on a Ternoa qui sont rentrés au capital. Ils ont pris 2% de la boîte contre 50 000 €. Ok. En gros, on a fait la levée de fonds sur une valo à 3 millions, entre 3 millions. C'est un peu compliqué, mais sur une première décote à 3,5 millions, ensuite à 4,2 millions. Et du coup, ils sont rentrés. Et du coup, ils nous développent la première partie gratuitement. Ensuite, l'autre partie, on va la leur payer. Mais du coup, on est vraiment presque, on n'est pas 2%. Ouais. Même 1,8. Ah bon. Un 8, bah, ils ont pris, dis-toi, 50 000 sur une valo à 3 millions 5. J'ai perdu mes calculs mathématiques. Je suis plus aussi bon mathé qu'avant. T'inquiète. Moi, à l'inverse, j'ai eu 2 au bac de maths. Franchement, je sais plus combien ça fait. Mais on était sur une valo plutôt haute. Du coup, c'est cool. Et aujourd'hui, on est vraiment potes avec eux. On s'entend super bien. Je connais le CEO. Surtout que le CEO, pour ces 2 boîtes, il a déjà levé plus de 15 millions. Du coup, il me fait un vrai accompagnement où il va me présenter à ses VC, tout ça. Ce que j'allais dire, le cheminement, il est venu par réseau au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Il est venu par réseau au fur et à mesure. On a des advisors qui sont cool. On a par exemple l'ancien CEO Jack Mus, qui est advisor et qui. Tu dois kiffer. Ouais, qui kiffe assez, c'est cool. Enfin, l'ancien CEO jusqu'à il y a 3 mois, c'est lui qui a monté Jack Mus jusqu'à 300 millions de CA. Donc c'est cool. T'es bien accompagné, quoi. On a des ingénieurs en réalité augmentée, on a des trucs comme ça. Et là, on continue la levée de fonds. On lève 800 000 pour tout financer. 800 000 contre 20% du capital. On a des billets, on a des business angels qui sont rentrés et surtout en fait, les VC c'est compliqué parce que je suis jeune, du coup des fois ça leur fait un peu peur et en plus pour l'instant on a que des promesses, on a un bon produit, ils kiffent la vision, on a une bonne traction, on n'a pas encore des chiffres genre de vente et les VC
C'est vraiment. De toute façon, je sais comment tu vas faire. Tu vas repartir en mode storytelling, réseau, boom. Tu sais le faire. Ouais, voilà. Et les VC, ils ont besoin. Ça sera la 3e fois. Ouais, c'est ça. Et les VC, ils ont besoin de voir des chiffres. Se faire assurer. Et c'est pour ça qu'on attend le lancement de juin. Et du coup, pour l'instant, on est à environ 80 000 qui sont rentrés avec des petits BA, tout ça. Et ensuite, la grosse partie, on n'a même pas besoin maintenant de la grosse partie. Donc, en soi, c'est pas grave. Je me finance tout seul pour l'instant. Et ensuite, pour la grosse partie, pour développer un jeu. Tu vois, parce que tu vois, typiquement, le jeu vidéo qu'on a pour l'instant, c'est des petites quêtes, c'est tout ça. Nous, on veut faire un vrai truc. Donc ça viendra plus tard avec les VC. Et du coup, on lance en juin, pendant la Fashion Week de Paris, avec un gros événement. On va faire le pop-up store. Et à côté, on va faire une sorte de chasse au trésor dans Paris à la Pokémon. Mais moi, je viens. Tu me dis, hein. Tu me dis, je viens, je veux voir ça. Je te jure, je vais aller jouer, moi. On va être en partenariat avec Pokémon Go. Et en gros, on va se faire une sorte de chasse au trésor où t'as le pop-up store au centre. T'as genre 30 lieux secrets autour. Les gens, ils doivent trouver les lieux avec des énigmes, genre, bref, toute une gamification autour de trouver les lieux. Quand ils trouvent sur le lieu, ils vont à l'endroit, t'as une sorte d'artefact en réalité augmentée, ils doivent l'attraper. Et à la fin de la journée, ceux qui ont l'un attrapé le plus et les plus rares, ils vont gagner jusqu'à genre 3 000 € en cash prize. Et le but, c'est de ramener, c'est pendant la Fashion Week. Donc en fait, pendant la Fashion Week, t'as tous les jeunes, c'est-à-dire notre public, ils sont dehors, ils sont frustrés de pas être à un défilé, de pas pouvoir rentrer à un défilé. Et ils veulent sentir qu'ils font partie d'une expérience mode, mais malheureusement, ils sont dehors à attendre. Et je pense juste avec leur téléphone, tu leur rends le truc possible. Si tu leur proposes une expérience mode autour d'une marque nouvelle, jeune, avec un concept cool, c'est une chasse au trésor. Et en plus de ça, ils peuvent gagner jusqu'à 2 000 €. Ils peuvent gagner jusqu'à 2 000 €. Le but, c'est vraiment de créer un buzz énorme. Et surtout que moi, je me dis que notre produit est tellement nouveau qu'aujourd'hui, on va avoir un coût d'acquisition client ou surtout, je sais pas le terme, mais une complexité d'acquisition client. Genre, typiquement, tu vois, une marque, quand elle vend un produit, elle doit vraiment convaincre sur sa DA, tout ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, même si la DA, elle plaît moins à quelqu'un, c'est juste ton produit. Le type, il va voir le vêtement avec l'effet, même si le vêtement en soi, le design, il kiffe à trop, il va se dire, attends, c'est trop d'art, moi aussi, je veux jouer au jeu pour avoir des effets, tout ça. Donc, notre but, c'est de générer un buzz et de se dire, pendant la Fashion Week, on va voir tout le monde, c'est de créer le buzz, créer plein de gens qui viennent. Les médias, ils parlent de nous, la télé, elle parle de nous. Et c'est quand ça? C'est pendant juin. On commence théoriquement le 18 juin. C'est un gros stress parce qu'il faut finir l'application à temps. La chasse au trésor, faut tout développer. Et de toute façon, les gens, ils savent, 18 juin. Non. Il y a la bonne pression. Je tiens au courant sur les réseaux, quoi. Et je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Franchement, incroyable. Et ça m'a fait extrêmement plaisir de voir un parcours magnifique. Et on se voit en juin. Je vais filmer. Je vais dire, je l'avais en exclu. Et si t'as un mot de la fin et où est-ce qu'on peut te retrouver, je te laisse tout ça. Ouais, franchement, un mot de la fin. En vrai, croyez en vos rêves et en fait, moi, je pars toujours du concept que les idées les plus folles que vous ayez, faites-les. Et en vrai, pour l'instant, j'ai de la chance, mais tout ce que j'ai tenté depuis, j'ai tenté à 17 ans de postuler en école de mode, j'ai tout réussi. Chaque concours que j'ai fait, j'ai gagné. Chaque incubateur que j'ai fait, j'ai réussi à y aller. Pour l'instant, les partenaires que j'ai voulu avoir, j'ai réussi à les avoir. Croyez en vous, travaillez à fond. Je pense qu'il y a le talent, mais il y a aussi le travail, et surtout travailler intelligemment. Je pense que c'est important j'aurais pu travailler hyper dur et essayer de faire les meilleurs vêtements si j'avais pas fait la réalité augmentée, si je m'étais pas lancé sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ont travaillé plein dur et j'ai plein de potes qui ont travaillé hyper dur sur leur collection, a été super cool. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a pas grand chose de plus parce qu'il faut travailler dur et intelligemment, je pense. Donc, magnifique. Voilà. Et on peut te suivre, sur Insta. Sur Insta. C'est Andrea Albrizio M. De toute façon, tout en bio. Et voilà. Et surtout que sur Insta, je suis hyper transparent. Franchement, je suis pas prise de tête. Je montre tout, genre dans les moindres détails. Donc franchement, si vous voulez suivre mon aventure et tous les dessous de la truc, allez suivre l'aventure. C'est tout en lien en dessous. Et je vais clôturer. Merci beaucoup, Andrea, de t'avoir invité. Dans 100%, ce nouvel épisode. Abonnez-vous à la chaîne. Parce que pour qu'on ramène encore d'autres invités de ce type et aussi prometteurs et qu'on fait plein de choses. C'est incroyable. Et c'est cool d'avoir des personnes de tout horizon, tout univers. C'est le concept de 100%. Et je pense à ça se voit, mais j'apprécie énormément faire ce podcast. Abonnez-vous, n'hésitez pas à les découper avec Sendshort. Et vous pouvez nous identifier sur les réseaux gratuitement en testant le tool. Derrière, il y aura peut-être des petites surprises. Mais en tout cas, merci avec et plaisir. À bientôt. Ça fait plaisir. Ciao. Au revoir.